relève de la toxicologie et de la réanimation que de la néphrologie. Je ne suis pas un expert en, en toxico, mais je vais essayer d'aborder avec vous ce thème qui est important. Vous venez de voir, professeur Guelmaz, parler des antidiabétiques oraux qui sont néphrotoxiques. M. Berrah, tout à l'heure, a parlé des médicaments, même s'ils sont cardioprotecteurs, néphroprotecteurs, antidiabétiques, ils sont tous ils sont toxiques, soit sur le rein, soit le cœur. Donc il n'y a pas de médicaments qui ne sont pas nocifs pour l'organisme. Sinon, on ne traitait pas les malades. Donc, c'est important de connaître, de parler un peu de néphrotoxicité. J'apprends avec vous. Qu'est-ce que c'est que, avant de parler de la néphrotoxicité, il faut dire que le rein sont les principaux organes de détoxification. Avec le foie, bien sûr, ils reçoivent un quart du débit cardiaque, c'est important, un quart du débit cardiaque, la circulation circulatoire passe par le rein. Et il filtre 140 jusqu'à 180 litres par jour. C'est important. L'insuffisance rénale, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale? C'est la suppression plus ou moins totale des fonctions rénales. On peut avoir deux situations, soit une insuffisance rénale aiguë, c'est le cas qu'on voit au cours de la néphrotoxicité, ou bien aggravation d'une insuffisance rénale préexistante, chronique préexistante. Et comme vous le savez, il y a 3 types d'insuffisance rénale aiguë que vous savez, selon les mécanismes physiopathologiques. Vous avez l'insuffisance rénale fonctionnelle, prérénale, et donc essentiellement due à l'hypovolémie, donc efficace. Le rein souffre parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive au niveau du rein. Il y a une hypovolémie. Et donc, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, ça veut dire qu'elle est réversible. Très important. Il y a une insuffisance rénale aiguë organique, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte parenchymateuse, et là, avec possibilité de récupérer la fonction rénale, mais parfois, il y a des séquelles qui restent, les séquelles lésionnelles. Et puis, vous avez l'insuffisance rénale obstructive, post-rénale. Vous me dites pourquoi on parle au cours de la néphrotoxicité de l'insuffisance rénale post-rénale obstructive, parce qu'il y a des médicaments qui se précipitent et entraînent des lithiases, soit rénales, soit intrarénales, soit extrarénales. Connaître les mécanismes d'action de ces drogues permet d'anticiper les stratégies de prévention. C'est essentiellement la prévention sur laquelle on insiste. Qu'est-ce que c'est la néphrotoxicité? C'est compliqué. Je n'ai pas trouvé de définition. Je vous propose une définition. C'est l'ensemble des altérations fonctionnelles ou structurelles rénales induites directement ou indirectement par des substances chimiques absorbées dans l'organisme, quelle qu'en soit la voie de pénétration, y compris la peau. C'est important. Les lésions rénales induites peuvent être réversibles ou définitives. C'est le cas de l'insuffisance rénale aiguë, ou définitive, c'est le passage à la chronicité, pouvant toucher toutes les parties du néphron, le glomérule, le tubule, l'interstitium et les vaisseaux. L'épidémiologie, un peu d'épidémiologie, la prévalence de l'insuffisance rénale médicamenteuse, ça c'est dans un service de réanimation, elle est de plus en plus fréquente à cause de l'émergence de nouvelles molécules toxiques, notamment les anticancéreux. 20 représentent 15 à 20% des patients admis pour insuffisance rénale, soit en réanimation, soit en néphrologie. L'évolution, malheureusement, la majorité des malades récupèrent une fonction rénale dans 75%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésions séquelaires sur le parenchyme. Parfois, il y a nécessité de dialyse dans une situation aiguë pour éliminer, pas pour éliminer le produit toxique, il n'y a pas de machine qui élimine les produits toxiques, mais pour éliminer les déchets azotés. Il peut rester une insuffisance rénale résiduelle, le sujet guérit, mais il a une insuffisance rénale résiduelle dans 15%.
Et puis, possibilité d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale ou ou décès, il peut y avoir des décès dans 8% des cas. Les facteurs de risque, et ça, il faut les connaître. Il ne faut pas sortir d'ici sans avoir pris connaissance de ces facteurs de risque, il faut les connaître. L'âge, on vous a dit l'âge avancé, c'est la définition. La définition diffère d'un pays à l'autre et d'une société à l'autre. On prend 70 ans, vous le savez, à partir de 40 ans, il y a une réduction du débit de filtration d'à peu près de 1 millilitre par minute tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, il y a 10 millilitres que le sujet perd de façon physiologique. Un sujet qui arrive à 80 ans et qui a une clairance de la créatinine entre 40 et 50, il ne faut pas dire qu'il a une insuffisance rénale chronique, ce que je reçois fréquemment. La néphropathie préexistante, avant de donner un traitement néphrotoxique, il faut demander s'il a une néphropathie. C'est difficile et parfois il prend un médicament, il vous dit que je n'ai rien pour le rein, malheureusement, il peut aggraver une insuffisance rénale préexistante. La déshydratation, ne pas donner un traitement néphrotoxique si le sujet est déshydraté. En cas de dysglobulinémie, vous le connaissez, notamment le myélome, où le diagnostic est difficile. Le diabète, et j'insiste sur le diabète, un sujet diabétique est un sujet facile qui risque de précipiter la fonction rénale, même si elle est normale. Vous ne savez pas, vous savez que chez le diabétique, l'évaluation de la fonction rénale est difficile. Les maladies hépatiques, la maladie athéromatoeuse diffuse, vous donnez un bloqueur du système rénine-angiotensine, il peut développer une insuffisance rénale parce que vous ne savez pas s'il a une thrombose, une sténose des deux artères. Et la polymédication qui est très fréquente chez le sujet H. Voici les principaux médicaments utilisés, qu'on utilise, et il faut savoir, il faut être prudent, c'est les antibiotiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont néphrotoxiques, et les produits de contraste. On reçoit beaucoup de malades, des services de cardiologie, qu'on a évolué la fonction rénale, il vous dit qu'elle est normale, mais s'il est diabétique et il est mal hydraté, il va développer une insuffisance rénale. Et puis vous avez les nouveaux médicaments anticancéreux. Les aspects cliniques, il n'y a pas un tableau clinique univoque. Il y a un polymorphisme des manifestations, toutes les formes de syndrome néphrologique. Toutes les manifestations néphrologiques peuvent témoigner, peuvent évoquer, il faut évoquer un tableau de néphrotoxicité. Donc, il faut évoquer systématiquement. Donc, il y a des difficultés de diagnostic, de retenir, d'évoquer la néphrotoxicité, parce qu'il y a des facteurs confondants. Souvent, il y a plusieurs facteurs. La polymédication, la variabilité de l'atteinte pour un même médicament. Un même médicament, il est néphrotoxique, mais il agit sur plusieurs parties du néphron. Les critères d'imputabilité des médicaments, et ça, c'est le grand problème. Comment faut-il rattacher l'atteinte rénale aux médicaments, et c'est très difficile. D'abord, on peut deviner sur la durée d'exposition du médicament, la chronologie, le malade prend le médicament, il fait une insuffisance rénale, on a de fortes chances pour que ce soit en rapport direct. La dose toxique connue, et ça, il faut voir les recommandations, ce qui est écrit dans les documents, et les différents facteurs favorisent. Les mécanismes de toxicité rénale des médicaments. Il y a deux principaux, les mécanismes de toxicité directe qui sont dose dépendantes, donc il y a un effet cytotoxique du médicament direct, et puis il y a des mécanismes indirects, souvent immunoallergiques, dose dépendante, et c'est une réaction d'hypersensibilité, c'est presque une maladie systémique. À côté de cela, c'est les médicaments, ça c'est les mécanismes essentiels, vous avez la diminution de la perfusion rénale, par hypovolémie, interférence avec la balance hydrosodée, vous donnez un diurétique, vous donnez un médicament, un anti-inflammatoire, le sujet, sur un certain âge, va faire une insuffisance rénale chronique s'il est déshydraté. Obstruction par dépôt intracalaire, il y a des médicaments intratubulaires, il y a des médicaments qui se précipitent et qui donnent des lithiases tubulaires.
Et puis, il y a des lithiases urinaires, extrarénales. Aussi, il y a des médicaments. L'intoxication à la vitamine D peut donner des lithiases calciques. Ensuite, il y a des médicaments qui donnent la fibrose rétropéritonéale. Je ne sais pas si j'ai des gens parmi vous, il y a certains qui connaissent la fibrose rétropéritonéale. On connaît parce qu'il y a des médicaments néphrotoxiques, et notamment les bêta-bloqueurs qui peuvent entraîner une fibrose rétropéritonéale. Mais parfois, plusieurs mécanismes de toxicité peuvent s'associer en même temps. La vulnérabilité du rein, je vous l'ai dit, c'est sa situation anatomique au carrefour de la circulation sanguine. C'est la multiplicité des fonctionnaires qui sont facilement altérables. Le rein est un organe fragile. Le rein a un rôle d'absorption, d'excrétion, de sécrétion, etc. Et puis le terrain, parfois il y a des terrains associés. Les atteintes rénales aiguës, généralement au cours de la toxicité, entraînent des atteintes rénales aiguës. Ce sont les plus fréquentes. Fonctionnelles, on l'a cité, c'est les plus fréquentes, c'est l'hypovolémie réelle ou relative. Il y a des atteintes tubulaires, on va les voir tout à l'heure. C'est toxicité du médicament sur les cellules tubulaires avec modification du fonctionnement du tubule. Les cellules vont se dégrader à l'intérieur du tubule et vont boucher le tubule et vont entraîner une insuffisance rénale. Nécrose tubulaire, c'est la même chose. À côté de cela, on peut avoir une atteinte interstitielle réactionnelle, parfois une atteinte tubulo-interstitielle réactionnelle, et puis on peut avoir une atteinte glomérulaire avec des néphropathies glomérulaires, lésions glomérulaires minimes ou glomérulons extrêmement bonnes. Il peut avoir une atteinte vasculaire, le néphron est vascularisé, c'est la microangiopathie diabétique et parfois des lithiases rénales. L'insuffisance rénale fonctionnelle, on en a parlé, par hypoperfusion rénale avec hypovolémie. Et ça, j'insiste, le premier médicament toxique pour le rein qui entraîne hypovolémie, c'est la déplétion hydrosodée par les diurétiques. Ensuite, vous avez l'hypoperfusion rénale par vasoconstriction afférente, c'est parce que lorsque vous donnez des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les prostaglandines, qui sont des vasodilatateurs de l'artère afférente, vont être bloqués et il va y avoir une vasoconstriction et diminution du débit de filtration glomérulaire. L'hypoperfusion aussi rénale par vasodilatation de l'artère efférente, c'est le cas des bloqueurs du système rénine-angiotensine, IEC et ARA2. Dans ce cas, la conduite, c'est l'arrêt de la molécule et restauration de la perfusion. Je vais vous citer, voilà une situation de perfusion rénale, baisse de la perfusion rénale. Donc, les prostaglandines vont essayer d'entraîner une vasodilatation pour augmenter la perfusion intrarénale et maintenir un débit de filtration rénale grâce à la réaction du système rénine-angiotensine. Deuxième situation, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens bloquent la prostaglandine, qui est un vasodilatateur de l'artère efférente, va entraîner une baisse de la pression intraglomérulaire et donc ça va emballer le système rénine-angiotensine pour essayer de maintenir une pression intraglomérulaire suffisante. Les bloqueurs du système rénine, je l'ai expliqué, là aussi, il y a un blocage ils vont bloquer l'activité au niveau de l'artère efférente, ils vont entraîner une vasodilatation et puis ça va entraîner une diminution de la pression intraglomérulaire. À côté de l'hypovolémie, il y a des atteintes tubulaires. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une toxicité, je l'ai expliqué, sur les cellules tubulaires. Notamment, c'est le cas des aminosides, la vancomycine, les produits de contraste iodé, je vais en parler tout à l'heure. Parfois, il y a le sujet présente une maladie de Fanconi, qui est une atteinte fonctionnelle génétique tubulaire. Il y a la toxicité indirecte, c'est le cas de la rhabdomyolyse, notamment les statines et les fibrates, l'hémolyse, notamment du quinine et la rifampicine. Il y a la cristallurie, les antiviraux
entraînent des précipitations au niveau du tubule et donc vont bloquer la circulation, le passage du urine et vont entraîner ce qu'on appelle des calculs tubulaires, le diabète insipide néphrologique. À côté de ça, vous avez, après le tubule, vous avez la nécrose papillaire. La papille, c'est l'intermédiaire entre les canaux collecteurs et les bassines. C'est la même chose que la nécrose tubulaire. Donc, elle va entraîner un tableau d'insuffisance rénale aiguë, généralement avec hématurie. Et les produits qui entraînent, c'est l'aspirine, là aussi, les anti-inflammatoires, les analgésiques. Le mécanisme, il y a une vasoconstriction et une nécrose. Le traitement, c'est l'arrêt de la molécule et traitement symptomatique. On peut avoir à côté de ça une atteinte tubulaire et interstitielle. Le mécanisme, c'est immunoallergique. C'est un tableau de maladies systémiques avec des signes généraux, des signes biologiques de maladies systémiques et les médicaments, là aussi, le bêta-lactamine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc. On peut trouver à la fois une atteinte tubulaire et une atteinte interstitielle. C'est la néphropathie tubulo-interstitielle aiguë par effet cytotoxique direct. Ça se voit au cours des amphotérosine B, le lithium, la cyclosporine qui est utilisée dans le traitement du rejet rénal, les métallures, etc. Le mécanisme, c'est une inflammation du parenchyme rénal et production de cytokines stimulant les fibroblastes et la fibrose. Là, il faut arrêter la substance incriminée et traitement symptomatique par des antihistaminiques éventuellement. Les corticoïdes ne sont pas toujours efficaces. Les atteintes, après les atteintes tubulaires, interstitielles, tubulo-interstitielles, les atteintes rénales. Le mécanisme, là aussi, c'est un mécanisme immunoallergique ou toxicité directe. On peut avoir des lésions glomérulaires. Là, généralement, il y a une protéinurie. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'interféron, les glomérulonéphrite extra-membraneuses, là aussi les AINS, les sels d'or, etc. L'hyalinose segmentaire et focale, ça se voit essentiellement avec les biphosphonates actifs. La conduite à tenir, c'est l'arrêt de la molécule et sa substitution si c'est nécessaire. À côté de ça, vous avez le néphron, il y a une artère qui arrive et une artère qui sort. C'est l'artère efférente et l'artère efférente. Donc, il y a une atteinte. Les médicaments incriminés, c'est le clopidogrel, c'est la cyclosporine qui revient, la cisplatine, les tacrolimus, etc. Le mécanisme, c'est un tableau de microangiopathie thrombotique. La conduite, c'est éviter les transfusions de plaquettes. Vous allez encore aggraver la microangiopathie. On peut transfuser des globules rouges, les corticoïdes et l'aspirine sont discutés, et les échanges platiques, sont les meilleurs médicaments. Éventuellement, l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire l'hémodialyse, peut être indiquée s'il y a une altération de la fonction rénale importante. Les atteintes urologiques, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une insuffisance rénale aiguë par obstacle intra- ou extra-rénal. C'est les lithiases, c'est rare. Le mécanisme, et là, c'est la cristallisation des médicaments, c'est les antiviraux essentiellement. On peut avoir ce phénomène au cours des intoxications par la vitamine D, précipitation du calcium, hyperoxalurie, lithium, méthotrexate, etc. Le traitement, c'est un traitement symptomatique de la lithiase et avec une diurèse abondante et puis arrêter la molécule toxique. L'insuffisance rénale aiguë par fibrose rétropéritonéale, je ne sais pas si on en voit fréquemment, c'est un traitement au long cours qui se voit surtout avec les bêta-bloqueurs, l'ergotamine et le méthyldopa. Le mécanisme, c'est un obstacle urétéral extrinsèque. Ça va entraîner une hydronéphose bilatérale. Et là, arrêt de la molécule et puis le traitement corticoïde peut donner un résultat. Parfois, c'est un traitement chirurgical, urologique pour lever l'obstacle, pour essayer de libérer les deux uréters. Les atteintes chroniques, malheureusement, des études ont montré que l'intoxication rénale par les médicaments n'entraîne pas de situation aiguë, mais à long terme, on peut trouver des atteintes chroniques
lorsqu'on interroge les malades, il nous dira que j'étais il y a des années sous tel médicament qui était néphrotoxique. C'est les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques, c'est le paracétamol, l'aspirine, la cyclosporine, les sujets qui sont greffés et qu'on donne de la cyclosporine. La cyclosporine, même si elle est anti-rejet, elle donne une insuffisance rénale à long terme. La néphropathie glomérulaire, le lithium, on peut avoir une néphropathie glomérulaire chronique, néphropathie vasculaire, c'est la cyclosporine. Voilà ce que je voulais pour un petit peu éclairer tout ça, c'est le diagnostic d'imputabilité médicamenteuse de l'atteinte rénale. Signe, ça tout le monde doit le connaître, signe en faveur d'un mécanisme toxique direct. Il y a une relation directe entre dose et signe. D'accord? Plus la dose est importante, plus les signes sont importants. Donc il y a une concentration élevée de la molécule toxique. Il y a pauvreté des signes cliniques, absence d'anomalies immunologiques, et l'évolution, lorsque vous arrêtez le traitement, normalement, elle est favorable. Situation où il y a un mécanisme indirect, immunoallergique. Pas de relation avec la dose. Même la dose, si elle est minime, le risque d'avoir une insuffisance rénale par mécanisme immunologique existe. Réapparition, si vous arrêtez le médicament et vous réintroduisez le médicament, il va y avoir réapparition des mêmes symptômes avec la nouvelle administration. Il y a des manifestations extrarénales, et ça c'est important. Tableau de maladies systémiques, fièvre, arthralgie, rash, etc. Des anomalies immunoallergiques, hyperiosinophilie, augmentation de l'immunoglobine E, etc. Même fois une cytolyse hépatique associée. L'évolution, généralement, elle est plus ou moins défavorable avec évolution vers une insuffisance rénale chronique terminale, plus fréquente dans ces situations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la néphrotoxicité? Il faut adapter le traitement. C'est un traitement qui doit être fait pour chaque malade, à la carte, comme l'a dit M. Breuer. Doit prendre en compte la fonction rénale et la posologie. La fonction rénale, l'adaptation des posologies des médicaments se fait actuellement en fonction de la clearance estimée par la formule de Cockcroft et Gold, comme indiqué dans les résumés des caractéristiques des produits, ce qui est fait dans les Vidal et dans les guides. Donc c'est parce que tous les essais cliniques qui sont faits, l'évaluation de la fonction rénale a été faite par la formule de Cockcroft et Gold. Une révision de ces résumés permettrait d'adapter les posologies selon le DFG estimé par ce que MDRD ou CDK-EP, ce qui est normalement demandé. Voilà, il faut adapter la posologie en prenant en considération le résumé des caractéristiques des produits. Adaptation maintenant en fonction de la fonction rénale. Soit de la fonction rénale, allongement de l'intervalle, soit il y a deux situations, allongement de l'intervalle entre les prises avec conservation de la dose, c'est la première situation, ou bien diminution de la posologie en conservant la même dose, demi-dose, mais en conservant le même intervalle. OK? Le cas des produits de contraste, c'est important. Je voulais faire ça à part. La fréquence de survenue d'insuffisance rénale dépend des facteurs de risque associés. Vous savez, on ne fait pas une radio avec produit de contraste à n'importe qui. Mais il faut le faire dans de bonnes conditions et il faut aussi mesurer l'indication. On ne fait pas comme ça des radios avec produit de contraste. L'insuffisance rénale est sévère en cas d'association de plusieurs facteurs, notamment le diabète. Et ça, on reçoit souvent des malades diabétiques qui ont des insuffisances rénales parce qu'on a fait des angiographies, etc. Et donc, le myélome. Il faut identifier les facteurs, les patients à risque, c'est important. L'insuffisance rénale, dans ce cas, survient 2 à 3 jours, le sujet sort, il a une fonction rénale, et puis 2 à 3 jours, il revient avec une fonction rénale altérée qui s'aggrave progressivement. C'est la nécrose tubulaire due au produit de contraste iodé. Les formes C plus sévères,
ce soir, c'est au cours des explorations vasculaires et notamment coronariennes, le sujet, parce que le sujet il est polyvasculaire, vous ajoutez un produit de contraste, vous allez encore aggraver sa fonction rénale, surtout s'il est âgé. La prévention, c'est l'arrêt des diurétiques. Généralement, c'est des cas qui sont en insuffisance cardiaque avec diurétiques, les IEC ORA2. Parfois, c'est un sujet qui a une arthrose, il est anti-inflammatoire, et dans ce cas, il faut les arrêter. Tout ça à 48 heures avant l'examen. L'examen doit être indispensable, il faut l'éviter au maximum. Il faut réhydrater le malade au moins 1 litre à la péros par la veille, si c'est possible. Sinon, éventuellement, hospitaliser le malade pour avoir une bonne hydratation et préparer le malade à cette exploration. On ne fait pas comme ça des explorations à n'importe quand. La prévention, c'est le message que vous voudrez passer, c'est important. Ce message, il y a à peu près 10. Il faut identifier les situations à risque liées aux patients qui doivent être soumis à un traitement néphrotoxique. Tous les médicaments ne sont pas indemnes de toxicité, même le paracétamol. Évaluer les bénéfices-risques de toute prescription. Il faut évaluer le risque-bénéfice de toute prescription. C'est important. Attention aux médicaments modifiant l'hémodynamique intrarénale. Et là, j'insiste, pour que le sujet ait une diurèse correcte. Il faut demander avant de mettre un traitement néphrotoxique, la diurèse est importante, en dehors des diurétiques. D'accord? Donc, attention aux médicaments hémodynamiques intrarénales, les IEC, les ARA2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou pouvant entraîner une hypovolémie, les diurétiques, surtout sujet âgé ou diabétique, ou s'accumuler la metformine, parfois elle est donnée, qui peut entraîner une insuffisance rénale. Assurer une bonne hydratation, une hydratation suffisante avant l'examen. Évaluer la fonction rénale avant, il faut qu'elle soit bien évoluée. La surveiller si les facteurs de risque associés. Adapter la posologie et respecter les contre-indications, ce qui est écrit dans les recommandations. Préférer les médicaments à métabolisme hépatique. Si on peut éviter les médicaments à élimination rénale, il faut les éviter. Faire attention si association médicamenteuse, surtout si ces médicaments sont à élimination rénale. Et éventuellement faire un dosage plasmatique pour les médicaments à index thérapeutique étroit. C'est le cas de certains médicaments, notamment la cyclosporine, qui est donnée le traitement du rejet rénal. Donc c'est important, et les aminosides. Si vous êtes obligé de donner des anticalcinuriques, notamment la cyclosporine ou le clopidogrel, vous êtes obligé de faire le dosage régulièrement jusqu'à arriver à un seuil où il n'y a pas de néphrotoxicité. Conclusion. J'arrive à la conclusion. Les reins sont très souvent exposés à la toxicité, surtout médicamenteuse. Les médicaments susceptibles d'induire une insuffisance rénale sont très nombreux, même s'il y a des médicaments qu'on ne connaît pas. Elle vient de nous dire, certains antidiabétiques oraux, certains terrains particuliers, certaines prescriptions augmentent la néphrotoxicité. S'il y a un effet additif, cette toxicité est souvent prévisible, surtout j'insiste sur les sujets à risque, prévisible et évitable, d'où l'importance de la prévention. Il faut penser à la néphrotoxicité devant toute insuffisance rénale. C'est un sujet où l'interrogatoire n'a pas présenté de passé néphrologique, où les bilans antérieurs n'ont pas montré d'altération de la fonction rénale. Et je termine.